Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais me pencher sur l'entreprise Nestlé. Bon, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que la vidéo qui a suivi ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je suis un seul particulier qui s'intéresse à l'investissement boursier, qui vous partage ses analyses et donc c'est de l'analyse d'amateur, donc c'est pas à prendre au pied de la lettre et ce ne sont que mon point de vue en plus. Alors, je vais vous présenter rapidement le business de l'entreprise qu'on connaît tous. Bon, c'est une entreprise dont le siège social est en Suisse, dont la capitalisation boursière tourne autour des 300 milliards de francs suisses. C'est donc une méga cap, c'est une des plus grosses capitalisations, si ce n'est la plus grosse peut-être même capitalisation en Europe. Bon, si on doit la classer, c'est plutôt une stalwart selon le critère Peter Lynch et elle évolue dans le secteur de la consommation de base. Alors, dans le business model, en fait, elle possède de nombreuses marques connues de nous tous dans la consommation de base, essentiellement alimentaire, des eaux et café. Et aussi dans la nutrition donc médicale et aussi dans la nutrition animale. Bon, en pratique, je me pose toujours la question de si elle a un mode, donc elle a un avantage compétitif durable dans le portefeuille de marque qu'elle possède, qu'on peut classer dans les actifs intangibles. À mon sens, il n'y en a pas véritablement d'autres. À noter quand même dans son business qu'elle a une participation importante de L'Oréal, qui, comme vous le savez, est une énorme capitalisation, puisqu'elle possède environ 20% du capital de L'Oréal. Donc ça représente environ 38 milliards de francs suisses au cours actuel. Et pour l'année 2021, ça doit représenter environ 400 millions de dividendes environ. Donc il y a une politique de désengagement de Nestlé sur de ses propres titres. Je reviendrai un tout petit peu plus tard. Bon, en termes de répartition de chiffre d'affaires, on voit qu'elle évolue sur différents secteurs. Donc là, c'est classé comme l'entreprise le présente. Donc on voit que le café et tout ce qui tourne autour, donc à la fois Nespresso et Nescafé, c'est son premier business. Il y a aussi une part importante de produits laitiers, 12%. Nourriture pour animaux, c'est 19%. Bref, donc voilà, un secteur bien réparti en termes de distribution, avec le cœur du métier qui reste le café en première ligne. En termes de répartition du chiffre d'affaires, là aussi on a une répartition mondiale, avec donc un premier marché qui est le marché américain, qui est donc aussi implanté en Amérique du Sud. Bon voilà, je vous ai mis un petit peu la répartition pour dire que géographiquement c'était bien réparti, avec une implantation aussi en Chine. Voilà, donc Europe, Chine, Amérique du Nord, Amérique latine et aussi Asie-Pacifique pour 20% du business. Alors, je ne vais pas plus loin dans l'analyse d'entreprise. Voilà, c'est un business model relativement simple, avec un portefeuille de marques très très développé, dont on connaît tous la plupart des marques. Voilà. Donc on va se pencher un peu plus sur les chiffres des résultats de celle-ci. Alors en termes de chiffre d'affaires, si on reprend les dernières années, on voit que le chiffre d'affaires global, il est en stagnation, on va dire, plutôt. Par contre, l'entreprise a réussi depuis 2017 à augmenter sa marge nette. Elle est passée d'environ 8% à 19%, ce qui est tout à fait remarquable. Et donc avec une augmentation de son résultat net de 19% par an sur les dernières années. Donc on voit que c'est une entreprise qui a pu opérer, jouer sur le levier opérationnel au maximum. En termes de croissance des ventes, on voit que celles-ci sont en augmentation modérée, avec les dernières années des chiffres qui tournent autour des 2-3%. Et avec un objectif qui se trouve dans la fourchette plutôt haute de ça, avec des objectifs affichés à 4-6%. Voilà. En sachant que la marge de profit est probablement assez plus haut et l'entreprise n'affiche pas l'objectif de
de l'augmenter, mais plutôt de maintenir cette marge opérationnelle qui semble déjà avoir été bien optimisée sur les précédentes années. En termes d'earnings per share en francs suisses, on voit que sur les dernières années, on a quand même une augmentation importante de ce résultat-là par action, avec une croissance moyenne de 21% par an. Ce qui correspond grosso modo à la croissance du résultat net, plus l'effet relatif du rachat d'actions. Alors en termes de profitabilité, on a une marge brute de 47%, marge brute opérationnelle à 18% et une marge nette à 17%. Ce qui donne, pour lequel l'entreprise affiche aussi des indices de performance tout à fait bons, avec un ROE à 35% et un ROIC à 19%, ce qui est tout à fait excellent. En termes bilanciels, on a une dette pour l'entreprise qui représente une dette nette qui est d'environ 33 milliards de francs suisses. Ça représente, on verra un petit peu plus tard, environ 3,6 fois le free cash flow, donc une dette tout à fait gérable. En dette sur equity, on est à 0,62 et dette sur EBITDA à 2,2. Donc une dette certes élevée, mais qui ne doit pas poser a priori de problème de financement, mais qui reste quand même endetté avec des dettes nettes. C'est toujours à garder en tête, notamment quand on compare avec notamment les GAFAM américains qui ont en plus des bilans tout à fait exceptionnels, avec des bilans positifs en termes de disponibilité de trésorerie. En termes de free cash flow, on a un résultat qui est pas en croissance sur les dernières années, et on a un free cash flow qui on va dire patine ou tourne autour des 10 milliards de francs suisses par an. Alors si on regarde l'allocation du free cash flow, grosso modo pour l'année 2021, donc on a un free cash flow qui est proche des 9 milliards. On a quand même une entreprise qui va dépenser quasiment la totalité du free cash flow en dividendes, 7,7 vis-à-vis de 9, et en plus un projet de buyback qui représentait un peu plus de 6 milliards de francs suisses. Alors ça c'est financé sans doute en partie par notamment son désengagement de sa participation de L'Oréal. Donc là en gros sur les années 2022-2024, il y a un projet de rachat de plus de 20 milliards pour 20 milliards de francs suisses d'actions de Nestlé, et sera financé notamment par la vente de participation de L'Oréal pour environ 10 milliards, donc pour la moitié d'entre elles. Oui, donc je reviens juste en amont, donc on voit quand même que beaucoup de son cash dégagé est alloué à la redistribution des actionnaires, soit via des dividendes, soit des rachats d'actions. C'est bien pour l'actionnaire en tant que tel, cela veut dire aussi que l'entreprise finalement n'investisse pas forcément dans son futur, il n'a pas, en tout cas, c'est plus vraiment quoi faire de son cash, donc c'est plutôt une entreprise mature qui redistribue son cash. Alors on peut discuter le dividende versus le buyback, mais globalement redistribue son cash flow et sa vente de cash, d'actifs, notamment L'Oréal, aux actionnaires. Donc c'est généreux, mais ça veut dire que ça ne parie pas forcément sur le futur et que c'est plutôt une entreprise de rente et qui joue son rôle d'entreprise mature. En termes de valorisation, au cours actuel, au moment où j'enregistre la vidéo, on a un PER qui est autour de 18, un price to free cash flow, si on prend les résultats de l'année 2022, autour de 32. Alors si on corrige et on soustrait la participation dans L'Oréal, on a quand même des niveaux de valorisation de PER qui sont nettement plus bas, autour de 15, et price to free cash flow autour de 28. Donc c'est aussi à intégrer parce que vous avez quand même un actif non négligeable dans cette entreprise-là. Pareil, alors je vous renvoie à comparer au niveau de valorisation d'une entreprise comme Nestlé. Vous verrez que finalement on n'est pas si éloigné que ça, avec une entreprise qui n'a rien à voir en termes de marge notamment. Alors j'essaye de formaliser de plus en plus mes analyses, et donc j'essaye là j'ai rajouté une petite grille d'analyse des business des entreprises pour voir si éventuellement, alors toutes les questions ne sont pas toujours pertinentes, ou ça plaît peut-être pas toujours, mais globalement
pour rajouter en tout cas un niveau de lecture dans l'analyse du business de l'entreprise au sens très large du terme. Alors bon, est-ce qu'il y a un moat? On a dit oui sur cette entreprise. En termes de direction, je dirais que le moat est stable, hein, il n'est pas en augmentation ou il n'est pas menacé, donc je dirais plutôt stable, donc de ce côté-là c'est bon. Oui, en termes de cotation, moi j'ai mis vert quand ça va dans le sens de l'achat de l'action et rouge quand c'est plutôt dans le sens négatif de l'achat, plutôt qu'une validation oui/non de la présence du critère. Donc il y a des critères qui sont négatifs, ils seront notés verts quand ils seront absents en fait. Voilà. Donc en termes de revenus, c'est une entreprise qui a du pricing power, on le voit sur les marges nettes qui sont très élevées. Donc ça c'est un élément important surtout actuellement avec les problématiques d'inflation et d'augmentation des coûts. C'est une entreprise qui a des revenus récurrents relativement stables. On sait bien que la consommation de base, c'est pas quelque chose qui peut se modifier, diminuer, etc., mais qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et donc vraiment, voilà. Donc c'est un des critères importants sur les revenus, à mon avis, c'est le pricing power, la récurrence de ces revenus. Alors dans le futur, c'est une entreprise qui quand même, quand on regarde, elle a une croissance organique, alors certes qui est faible, mais en 2021 elle n'était pas négligeable et qui affiche quand même une ambition d'environ 5% de croissance organique, ce qui est raisonnable pour une entreprise mature, me semble-t-il. Alors pour moi, elle surfe sur aucun méga trend. Moi je pense que le levier opérationnel, il est déjà exploité à fond. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse encore optimiser l'entreprise, sa marge opérationnelle là-dessus. Et même je me demande si on ne va pas voir, et c'est ce qui m'inquiète dans cette entreprise, un reflux de cette marge, de cette marge opérationnelle qui plombera de manière assez significative ses résultats. Bon, le pari optionnel, ça ne s'applique pas à cette entreprise. C'est pas une entreprise qui a dans ses cartons, on va dire, une start-up ou un projet disruptif. Voilà, donc c'est pas une industrie disruptive par définition. En termes donc pour ses clients, le coût d'acquisition semble, on va dire, modéré pour les nouveaux clients. Alors, j'ai pas réussi vraiment à trouver les dépenses marketing dans l'absolu, mais j'ai vu qu'elles étaient en forte diminution malgré une augmentation de la croissance organique. Donc, je pense que c'est des choses qui vont plutôt dans le bon sens. C'est pas une entreprise qui a des clients concentrés, puisque en fait elle a affaire à de nombreux marchés différents qui sont des consommateurs de base avec différentes filières et différents réseaux de distribution, et donc finalement elle n'est pas dépendante d'un ou de deux gros clients, ce qui la rendrait plus faible. Bon, en termes de skin in the game, ça s'applique pas trop pour cette entreprise, il n'y a pas un fondateur connu qui possède 30% de la boîte encore, je sais pas, une part importante de la boîte, comme on peut trouver chez un Jeff Bezos ou un Mark Zuckerberg. Donc c'est toujours intéressant à analyser. En tout cas, pour moi, c'est un critère à regarder, en tout cas un petit plus dans les équipes managériales. Alors pour les menaces de l'entreprise, bon, je pense pas que ça soit une entreprise qui peut se faire disrupter. C'est pas une entreprise qui va être sous la menace, me semble-t-il, de règles antitrust. C'est une entreprise qui est, du fait de son exposition mondiale et de la publication de ses résultats en France-Suisse, je dirais relativement sensible aux effets de change, dans le sens négatif où la monnaie suisse est plutôt une monnaie forte, comme on verra un petit peu plus tard. C'est pas une entreprise, donc c'est une entreprise qui a quand même une petite croissance organique et donc qui ne croit pas uniquement par la croissance externe, même si elle peut s'en servir malgré tout. Et est-ce qu'elle est sujette à des forces extérieures? Je dirais plutôt oui, parce qu'elle peut être sensible probablement de manière modérée au vu du pricing power, mais néanmoins notamment de l'augmentation du prix des matières premières ou des coûts de transport, ce qu'on peut voir actuellement. Donc il est possible qu'on voit un reflux ou en tout cas une stagnation de sa marge nette ou de sa marge opérationnelle quand même dans les mois à venir, même si elle reste de résister plus que d'autres qui officient dans la consommation de base. Bon, en termes de redistribution pour les actionnaires, voilà, le rendement actuel est d'environ 2,5% avec une croissance du dividende de 3,5% sur la dernière décennie en gros. Le payout ratio il est de 46% sur les revenus, 86% sur le free cash flow. Donc
a priori, pas de difficulté à maintenir un dividende croissant dans les années à venir, même si cela brûle pas mal de cash pour l'entreprise. Et deuxième effet intéressant, vous avez un effet relatif et une politique tout à fait affirmée de l'entreprise en termes de rachat d'actions, avec une diminution d'environ 2% par an en moyenne sur les dernières années du nombre d'actions en circulation. Donc ça, c'est en gros, ça fait un retour pour l'actionnaire d'environ 5% par an entre les dividendes et le rachat d'actions sur les dernières années. Donc une politique de redistribution élevée pour cette entreprise. Alors un petit mot d'analyse technique avant de conclure. Donc on voit sur la dernière décennie et un peu plus qu'elle est sur un gros trend haussier. Là c'est en données logarithmiques, je vous ai mis, et en données hebdomadaires. Donc on voit qu'elle reste sur ça la plupart du temps au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes et que là on vient la toucher, donc qui pourrait éventuellement pour un investisseur long terme, pourquoi pas en faire un point d'entrée intéressant. Moi je note juste que sur la précédente récession, malgré le caractère entre guillemets défensif de ce type d'entreprise, elle avait quand même diminué d'environ 36% par rapport à ses plus hauts. Et donc c'est une entreprise qui, en cas de crise majeure, récession, etc., n'échappera pas à une correction, alors peut-être moins sévère, etc., mais qui restera quand même corrélée à son marché et qui risque de corriger de manière assez nettement. Et sur une entreprise comme ça, un petit peu pépère, je me demande si des points bas, alors ce qui est difficile à trouver, mais est-ce que c'est pas quand tout va mal qu'il faut, et qu'elles ont quand même bien corrigé, que ces entreprises qui ont quand même un business model probablement extrêmement robuste, fait que ça en ferait d'excellents points d'entrée. Donc aujourd'hui on vient juste de toucher un moyenne mobile de 200 périodes hebdomadaires, enfin on est dans cette zone là. Moi j'ai une petite zone technique plutôt proche des 100 francs suisses qui pourrait en faire un point un petit peu plus déjà, qu'on serait en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes, qui en ferait un point d'entrée déjà assez intéressant, avec déjà une diminution d'environ 20% depuis ses plus hauts, qui pourrait déjà faire un premier bon point d'entrée si certains d'entre vous sont intéressés sur cette action. Voilà, le dernier effet qui me motive à analyser cette entreprise, c'est notamment le fait de s'exposer au franc suisse. On voit que sur le long terme, le franc suisse, c'est quand même... donc là, c'est euro versus franc suisse. Donc le fait que l'euro baisse, c'est-à-dire que le franc suisse se rehausse. Et donc vous jouez sur un trend qui, à mon avis, ne va pas s'inverser, qui va vers le renforcement du franc suisse vis-à-vis d'autres monnaies, de l'euro, y compris du dollar. Et donc ça vous hedge, enfin ça vous protège là-dessus contre pas mal de choses. Alors c'est pas effectivement c'est pas quelque chose qui risque de faire 300% dans la décennie, mais sauf problème majeur. Mais par contre vous surfez sur un trend de fond qui à mon sens ne va pas s'inverser ou stagner pour des raisons structurelles. Bon, même si j'ai pas analysé ça dans le fond, on sent bien que il n'y a pas de raison, le franc suisse est une valeur refuge, il n'y a pas de raison que ça poursuive pas. Donc est-ce que c'est pas intéressant dans un portefeuille diversifié d'avoir une exposition directe au franc suisse avec une entreprise plutôt défensive? C'est probablement, c'est en tout cas la question que je me pose, notamment vis-à-vis de Nestlé. Bon, maintenant je vais essayer de conclure. Donc moi j'ai ma petite checklist d'investisseurs. Donc est-ce que je comprends le business model? Pour une fois j'ai envie de dire oui, c'est pas un business model complexe à comprendre. Il sera toujours là dans 10 ans à mon avis. À titre personnel, comme la plupart d'entre nous, je suis consommateur de certains de leurs produits, même si j'ai pas forcément, même si je suis pas forcément un fan de tout et notamment du café, etc. Je suis comme nous tous un consommateur au moins occasionnel de ces produits. Donc pour moi, elle a un mot dans la possession de certains portefeuilles de ces marques. Franchise, on peut penser bien sûr aussi à la franchise Nespresso qui a été quand même une machine à cash sur les dernières années et dernières décennies. Alors en termes de réserve de croissance, je pense que le potentiel reste relativement limité, qu'on est même si elle va essayer de gagner dans son secteur des parts de marché, elle va pas exploser à la hausse, il n'y a pas de méga trend de fond à mon avis. Donc c'est là où la croissance elle est à la fois non nulle, mais à la fois elle évolue sur un marché mature avec une entreprise qui est déjà très bien implantée, donc elle va pas exploser à la hausse. Les marges sont élevées, mais probablement en haut de cycle ou
potentiellement haut de cycle. Le ROE, le ROIC actuellement sont des ratios tout à fait excellents actuellement. Il n'y a pas d'augmentation du free cash flow sur les dernières années, plutôt en stagnation. L'equity c'est pareil, le bilan il est tout à fait satisfaisant même s'il n'est pas excellent. Il y a une politique tout à fait positive, relutive pour l'actionnaire avec les rachats d'actions qui sont élevés. Donc là-dessus, un point très positif pour l'entreprise. En termes de valorisation, alors c'est là où il y a la question, où il y a toute la question, comme à chaque fois bien évidemment. Pour moi elle est encore un petit peu haute sans doute, et j'ai envie dans l'ambiance actuelle d'être un petit peu plus gourmand sur une entreprise aussi entre guillemets pépère, et tout en s'exposant à une monnaie protectrice. Donc j'ai envie d'être un petit peu gourmand et d'aller chercher, même si c'est impossible, d'aller chercher un petit peu le bas de valorisation. Après, je me méfierais quand même, il faut que je garde en tête de me méfier quand même de la base de la marge, où là le titre pourrait corriger assez fortement. Alors, en termes de retour sur actionnaire, entre le dividende et le rachat d'actions, on est environ 5% par an, donc c'est généreux. Ça corrige pas l'inflation actuelle. Alors vous êtes en francs suisses, hein. Vous êtes en francs suisses, donc il y a un petit bénéfice supplémentaire, mais globalement ça corrige pas l'inflation actuelle. En termes de free cash flow yield, à la valorisation actuelle, on est à 3,5%. Donc à garder en tête vis-à-vis d'autres entreprises. Alors j'essaye aussi de me mettre des stop loss fondamentales, donc des scénarios qui, s'ils survenaient, remettraient en cause les fondements de l'entreprise, et donc de ma participation ou non dans cette entreprise, ou en tout cas ma volonté d'investir dedans, puisque actuellement je ne suis pas actionnaire de Nestlé. Alors un scandale de sécurité alimentaire, on peut imaginer qu'une entreprise comme ça, elle n'est pas à l'abri, et ça a été le cas récemment avec le scandale des pizzerias Buitoni, d'un scandale alimentaire de grande échelle, voire de plus grande échelle, pour lequel l'entreprise pourrait être condamnée, ou ça détériorerait l'image de marque de manière profonde et durable de certaines de ces marques au portefeuille, mais probablement que sa diversification la protège contre un risque systémique. Maintenant, sur ce genre d'entreprise, vous n'êtes jamais à l'abri d'un scandale, surtout les scandales alimentaires qui sont quand même, on va dire, très médiatico-sensibles. Bon, s'il y avait un changement sur ce type d'entreprise mature, clairement la redistribution directe pour l'actionnaire est important, donc soit en termes de buyback, soit en termes de dividendes. Donc il est important que si c'est des entreprises de rente, elles redistribuent leur cash flow aux actionnaires. Sinon, ça perd de son intérêt. Moi, je pense que ce type d'entreprise, elles le savent. Elles ont une politique généreuse. Ça risque pas de changer. Ah oui, alors le niveau, c'est le niveau de probabilité que j'estime totalement au doigt mouillé de survenue. Voilà. Ensuite, il y a un risque de stagnation du business. Alors en chiffre d'affaires, on voit que c'est le cas déjà, mais surtout, et c'est moi sur lequel j'ai le plus niveau d'inquiétude, au-delà du contexte actuel, c'est qu'on est quand même avec des niveaux de marge qui sont extrêmement élevés, qui ont très fortement progressé ces dernières années. On peut se poser la question si on n'est pas arrivé finalement en haut de cycle et qu'on n'est pas à une optimisation majeure, et que effectivement le contexte inflationniste va limiter le maintien du pricing power, et que ces marges, si un pricing power vont simplement se maintenir, ce qui est déjà pas mal, mais en tout cas il n'y aura pas de levier de ce côté-là, de levier opérationnel qui me boostera les résultats dans les années à venir, voire même refluer, et à ce moment-là on aura un reflux puisqu'on n'aura pas de croissance du chiffre d'affaires de ses revenus. Donc c'est à mon avis la grosse question pour acheter Nestlé actuellement. Contrairement à, par exemple, à une Danone où finalement sa marge opérationnelle, on imagine, pourrait s'améliorer, ou en tout cas une politique affichée d'améliorer sa marge opérationnelle, et donc de jouer sur ce levier-là, ça me semble plus compliqué, ou alors peut-être je me trompe, mais en tout cas, il me semble que cette cartouche-là, elle est déjà bien jouée par Nestlé. Est-ce qu'elle peut faire un petit peu mieux? Sans doute. Est-ce qu'elle l'affiche pas dans sa politique de toute façon? Elle affiche simplement pour l'instant de le maintenir. Voilà. Et après, il y a dernière chose, c'est on s'expose avec Nestlé aux francs suisses. En tout cas, si vous êtes comme moi un investisseur de la zone euro,
Et donc ça pourrait perdre son intérêt s'il y avait une inversion de la courbe euro-franc suisse, ce qui me semble hautement improbable à mon avis. Voilà, donc je reviens sur, à mon avis, le point clé, c'est est-ce que les marges vont refluer ou stagner, et puis quelle est la place pour moi dans mon portefeuille personnel, avec des avantages qui semblent évidents côté défensif de l'entreprise. Alors même si c'est pas absolu, hein, puisqu'on voit que dans une crise elle peut refluer à 35% sans problème, mais surtout en termes de monnaie et en termes de secteur. Je pense que ça a peut-être sa place dans un portefeuille diversifié malgré tout, mais on est sans doute, à mon avis, en tout cas en haut de cycle sur les marges, et on n'est pas encore à des niveaux de correction qui pour moi la rendent suffisamment attractif, mais c'est une entreprise que je vais regarder avec intérêt dans les mois à venir si le marché continue à corriger. Voilà. Merci pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, et puis à bientôt pour de prochaines analyses, et n'hésitez pas, si vous avez des idées, à me les suggérer en commentaire. À bientôt.